Donc, bonsoir à tout le monde. Je suis Ndende Talla Mumawenkam, chercheur en anthropologie de cultures et traditions bantoues. Donc, ce soir, nous allons discuter sur ce thème proposé par l'Alliance TV qui émet en Allemagne et qui nous a proposé ce thème pour qu'on en parle. Ce thème est intitulé « L'éducation communautaire en pays bantou à l'ère de la numérisation. Quel est l'impact de la numérisation sur l'éducation communautaire en pays bantou ?» Alors, nous allons recommencer par définir les concepts. Le premier concept que nous allons définir sera celui de l'éducation. En fait, l'éducation est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour la formation d'un individu dans le but d'assurer son développement selon les règles de vie établies dans une société donnée. Puisqu'on parle d'éducation communautaire, une communauté, c'est effectivement un groupe social dont les membres vivent ensemble et ont des biens communs ou des intérêts communs. L'éducation communautaire, ce sera donc l'ensemble des moyens mis en œuvre pour former et développer des individus issus de plusieurs familles, mais qui exploitent ensemble ou de façon commune un certain nombre de ressources telles que le territoire, la langue, les lieux publics, des activités culturelles, les activités cultuelles et bien d'autres. Nous allons continuer à développer ces thèmes en approchant, suivant une question qui est d'actualité aujourd'hui au Cameroun. D'abord, nous nous posons la question, il y avait quoi avant? Comment ça se passait avant? Puisque des millions d'années avant nous, les peuples ont vécu sur nos territoires. Pratiquement 7 millions d'années avant que nous ne soyons nés. Il y a des gens qui ont vécu sur notre territoire. Comment est-ce qu'ils procédaient à l'éducation de leur population alors que l'école de Charlemagne n'avait pas encore vu le jour? Notons que l'école de Charlemagne voit le jour il n'y a pas très longtemps. C'est certainement au premier millénaire, mais ça arrive en Afrique à la moitié du 19e siècle pratiquement. Alors, comment ça se passait donc avant? Il y avait quoi avant? Avant donc, il y avait ce qu'on appelle l'éducation familiale. Et un parent pouvait respecter un certain nombre d'étapes pour socialiser un individu ou bien un enfant qui est né dans une famille. C'est-à-dire qu'on apprenait un enfant à aller travailler avec le parent au champ, à tenir la houe, à aller faire la chasse. Ça dépendait. Le style d'éducation qui était adapté pour les jeunes filles n'était pas la même éducation qui était adaptée pour les jeunes garçons. Et c'est comme ça que c'était organisé. Et les parents, principalement, s'en occupaient pour mener les enfants à se développer et à grandir dans l'environnement familial. C'est-à-dire apprendre à aller chercher la nourriture, apprendre à cultiver les champs, apprendre à prendre un certain nombre d'initiatives. Et c'est comme ça que l'enfant a été formé progressivement jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge adulte. Avant donc, le parent tenait chaque fois la main de son enfant pour aller dans des événements cultuels et culturels, non sans lui expliquer le pourquoi de chaque chose qu'il découvrait et lui enseignait toutes les pratiques et interdits de la communauté. Avant donc, à l'âge adulte, l'enfant entrait dans un clan d'âge, dans une association qu'on appelait clan d'âge de son quartier, et apprenait désormais à poser des actes communautaires dans cette association. Et cette phase devrait durer environ 40 ans. Si elle avait débuté, par exemple, quand l'enfant avait 21 ans, elle finissait quand l'enfant a pratiquement 60 ans. Et du coup, le chef devait organiser un événement et placer une couronne sur la tête
de cette personne-là pour qu'elle entre définitivement dans ce qu'on avait appelé, à ce qu'on appelait à l'époque le clan des sages. Et ce sont ceux-là qui devraient désormais transférer ou bien enseigner les plus jeunes à pouvoir se comporter, comment se comporter dans la communauté. Donc l'éducation communautaire, ceux qui doivent initier les plus jeunes sont ceux qui sont déjà couronnés, qui sont déjà passés par une certaine étape. Et tenez-vous tranquille, selon notre culture à nous, chez nous les Bantous, les Ngomba, cette phase a duré presque toute une vie, pratiquement 60 ans. Et c'est à partir de là qu'on allait te couronner comme quelqu'un qui est autorisé à transmettre et à enseigner les autres, les plus jeunes, à se comporter d'une façon ou d'une autre dans la société pour une éducation communautaire parfaite. Avant, très peu de personnes se déportaient ou migraient vers les communautés étrangères. Les peuples étaient très attachés à leur culture et les parents se concentraient à former leur progéniture. Avant, chacun restait dans son village. Très peu de personnes se déplaçaient pour aller dans les villes, par exemple comme le cas du Cameroun. Aujourd'hui, les populations de Douala et Yaoundé ont pratiquement explosé parce que pratiquement 80 à 90% de jeunes partent du village pour aller chercher l'Eldorado dans les grandes villes comme Douala et Yaoundé. Alors qu'avant, ce phénomène n'existait pas. En fait, j'embraye directement sur la deuxième question. Nous avons déjà dit qu'est-ce qu'il y avait avant. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? On se rend compte qu'aujourd'hui, l'éducation familiale a pratiquement disparu ou bien a pris d'autres formes qui ne sont pas conformes à ce que nous faisions avant. Les parents ont progressivement, avec l'arrivée de l'école de Charlemagne, abandonné l'éducation à la maîtresse et aux professeurs et les parents vont donc rarement ou ne vont même plus dans les lieux culturels et cultuels avec leur progéniture. L'exode rural s'est accentué de nos jours et les villages se sont progressivement vidés vers les villes où plusieurs individus de plusieurs cultures différentes s'entremêlent. L'émigration sud-nord, phénomène actuel où les Africains pensent que pour réussir, il faut aller forcément en Europe ou en Occident, éloigne davantage les jeunes, les Africains, de leur tradition et de leur culture. Plus de 80% de Bantous ou bien de jeunes Africains sont désormais coupés de la source et s'identifient plutôt à la culture des autres, celle du colon par exemple. Les étrangers dépensent des moyens colossaux pour présenter leur culture et tradition sur les canaux de communication qui sont devenus à la mode et ont révolutionné le monde. Les parents ont totalement abandonné et chaque enfant qui sent le besoin se débrouille tout simplement. C'est la débandade et c'est le sauve qui peut aujourd'hui. Alors, c'est quoi le problème? Il semble donc que la plupart des garants de la culture et des traditions, chefs du village, chefs de communauté, etc., n'ont peut-être pas vu le mal venir de loin et par conséquent n'ont pris presque aucune disposition pour perpétuer nos cultures et traditions dans le contexte de la digitalisation et de la révolution du monde de la communication. Il faut maintenant attraper le taureau par les cornes au risque de tout perdre. Alors, donc, les 80% des jeunes dont on parlait tout à l'heure sont sur leur téléphone, devant la télévision, passent un temps fou à regarder les chaînes étrangères qui nous aliènent. Ils sont scotchés sur les réseaux sociaux. La première chose à faire maintenant, c'est de les y retrouver
avec les programmes comme ProRelab, celui que nous promouvons, mais on a besoin de l'implication des parents et des élites, ou alors on a besoin de l'implication des garants de la tradition. Je crois que cette question de compatibilité ou d'adaptation est peut-être à reformuler. En fait, il ne se pose pas un problème de compatibilité ni d'adaptation pour la cible jeune. Le problème, en fait, c'est que sur le plan communautaire, les garants de la tradition auraient pu, depuis longtemps, changer la méthode d'approche en fonction de l'évolution des choses. Les nouvelles technologies ont brisé les problèmes de distance en fait. Le monde est désormais ouvert. La distance n'est plus vraiment un problème. Tout le monde est libre de concocter quelque chose pour occuper l'espace, genre programme de formation digitalisé, genre le dictionnaire en ligne, etc. Sinon, les autres le feront à notre place et c'est ce qui se passe actuellement. Alain Foucault disait dans une de ses vidéos, les médias sont la machine de conditionnement du mental. Alors, puisque nous ne sommes pas dans les médias, nous ne sommes pas dans le numérique, nous ne sommes pas trop présents, nous n'utilisons pas efficacement l'outil de digitalisation, les médias sont occupés par d'autres personnes et ils conditionnent carrément le mental de nos enfants et de notre progéniture. Il révèle dans une de ses vidéos que le gouvernement britannique dépense 600 millions d'euros par an pour sa chaîne BBC World Service et cela permet de toucher 96 millions d'Africains par semaine. Il dit par la même occasion que la France dépense 273 millions d'euros, soit près de 200 milliards de francs CFA par an pour ces 3 médias de publicité et cela lui permet de toucher 40 millions de personnes par semaine, principalement en Afrique. Alors, dans cette guerre de médias, il est donc question que nous soyons là pour créer le contrepoids. En fait, il va falloir diviser donc cette guerre en 2 parties. Ce sera la guerre de la communication et par la suite, il faudra tout faire pour ramener notre jeunesse à la source. Par exemple, comme il n'est pas question pour nous de livrer tous nos secrets sur le plan traditionnel sur les réseaux sociaux, il est question de s'y trouver néanmoins pour une information adéquate. Je prends un exemple. Le rite du nombril, par exemple, voudrait que lorsqu'un enfant est né, le bout de cordon qui sera coupé après 1 ou 2 semaines sur son nombril doit être gardé pour une cérémonie particulière au village pour des raisons très spirituelles que nous n'allons pas expliquer aujourd'hui. Mais il n'est pas question de venir dans les réseaux sociaux ou bien dans le numérique faire ce rite. Peut-être faudra-t-il expliquer l'importance de ce rite tout simplement, mais il faudra qu'on explique par exemple à quelqu'un qui est à Guadeloupe, qui est en Allemagne, qui est en Amérique ou bien qui est en France et qui a fait des enfants de ce côté-là avec qui je ne sais, que lorsqu'on a un enfant qui est supposé être d'origine de notre tradition, de notre village, que ce nombril soit séché et gardé et qu'à une occasion bien précise, qu'on nous le ramène, qu'on aille au village pour qu'on fasse une cérémonie adéquate et qu'on explique par la même occasion quelle est l'importance de cette cérémonie pour la spiritualité et la vie de ces personnes originaires d'une même communauté. Il est question de noter qu'en principe, le problème s'est posé avec le modernisme qui est venu à une vitesse verticale. Or, avec le modernisme, il était question rapidement de s'adapter et de se réadapter, changer le système d'éducation communautaire
Étant donné que très tôt, les enfants partent de leur village, il était question d'aller planter là où ils sont un décor qui les permettrait de pouvoir être toujours imprégnés de comment est-ce que leur culture et tradition se passent. Donc, cette vidéo va bientôt prendre fin et nous voulons tout simplement vous dire merci d'avoir été à l'écoute et surtout, nous voulons interpeller les élites et toutes les personnes qui sont garants de la culture et tradition de bien vouloir soutenir les programmes qui viendront occuper les jeunes. Je vous remercie et à la prochaine vidéo pour un autre thème.